Le détroit d'Ormuz vient de changer de nature. Pas comme une menace, pas comme un bluff de guerre, mais comme une réalité juridique et opérationnelle désormais en cours de ratification par le Parlement iranien. Ce qui vient de se passer dans ce couloir de 8 km de large est peut-être l'un des événements géoéconomiques les plus importants de ces dernières décennies, et très peu d'analyses en mesurent encore l'ampleur réelle. Voici comment ça fonctionne maintenant. Tout propriétaire de pétrolier souhaitant traverser le détroit doit soumettre ses données à un courtier lié aux gardiens de la révolution islamique, l'IRGC. Ce courtier peut se trouver en Iran, en Asie de l'Ouest ou n'importe où dans le monde islamique, l'essentiel étant sa connexion directe à l'IRGC. L'IRGC vérifie si vous êtes lié aux États-Unis, à Israël ou à une nation considérée comme hostile, vous êtes refusé, sans discussion. Si vous êtes éligible, vous payez un péage de 2 millions de dollars par pétrolier, en espèces ou en crypto-monnaie via la blockchain Tron, une transaction qui se valide en 3 secondes. Vous recevez un reçu, vous naviguez dans un corridor maritime strictement défini et vous passez. Ce n'est pas une mesure temporaire de guerre, c'est le nouveau modus operandi permanent du détroit d'Ormuz. Ce que cela représente sur le plan géoéconomique dépasse largement la dimension militaire du conflit. Des années de discussions dans les sommets des BRICS sur la dédollarisation, des décennies de tentatives pour créer un système de paiement alternatif au dollar américain, des conférences entières consacrées à la question du pétrole yuan, tout cela n'avait jamais abouti à quelque chose de concret. L'Iran vient de faire tout ça en 4 jours. Le péage se règle en yuan, pas en dollars, au point d'étranglement le plus stratégique de la planète, via une infrastructure numérique qui contourne entièrement le système financier occidental. La Chine observe, la Russie observe, et l'ensemble du Sud global, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, observent avec une admiration que les responsables de ces régions n'essaient plus vraiment de dissimuler. Pendant ce temps, la guerre elle-même continue de dérouter les analyses conventionnelles. L'Iran frappe le territoire israélien 2 à 3 fois par jour, avec une précision croissante. Les systèmes de défense israéliens sont épuisés. Le chef d'état-major israélien a lui-même averti publiquement que l'armée pourrait s'effondrer si le conflit se prolonge dans les conditions actuelles. Les bases militaires américaines, en Asie occidentale, ont subi des dommages massifs, avec plus de 90% de leurs infrastructures hors d'état, selon plusieurs sources concordantes. Et Donald Trump, lui, serait, selon des responsables américains cités par les médias grand public, tout simplement lassé de cette guerre. Il voudrait passer à autre chose. La situation se complique encore avec l'entrée en scène des Émirats arabes unis. Leur ambassadeur à Washington a signé une tribune dans le Wall Street Journal dont le message est limpide. Abu Dhabi est prêt à rejoindre le camp américain. La raison n'est pas idéologique, elle est économique. Le modèle de Dubaï est en train de s'effondrer. Le port de Jebel Ali est paralysé. Les corridors maritimes que les Émirats ont construits pendant des décennies à travers le monde sont menacés. Face à cela, la réponse iranienne est déjà connue. Une liste de 5 méga-cibles a été publiée, incluant les usines de dessalement. Si les Émirats entrent en guerre, ce qui se passe en Israël leur arrivera aussi. Il faut prendre le temps de mesurer ce que nous observons dans une perspective plus large. L'Iran est une nation soumise à 47 ans de sanctions continues, avec une économie durablement fragilisée, des infrastructures vieillissantes et aucun allié militaire formel. Et pourtant, en l'espace de 3 semaines, cette nation a établi sa dissuasion face à Israël, dégradé massivement la présence militaire américaine dans le Golfe et mis en place un système de paiement en yuan au point de passage obligatoire de l'économie mondiale de l'énergie. Ce n'est pas de la propagande. Ce sont les faits tels qu'ils se présentent. La Russie et la Chine, elles, observent en silence. Et ce silence est une stratégie délibérée. Il existe un principe militaire fondamental, ne jamais interrompre son ennemi quand il commet une grave erreur. En coulisses, les transferts d'informations existent. La précision des frappes iraniennes le démontre. L'intégration au système de positionnement chinois Beidou est réelle. Les leçons tirées de la guerre en Ukraine ont manifestement été transmises. Mais publiquement, les deux puissances se taisent, parce que l'Iran n'a pas besoin de leur visibilité pour que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et pendant que tout cela se joue dans le Golfe, les marchés mondiaux tremblent. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a dépassé les 5% cette semaine, un seuil critique qui a contraint Trump à reculer temporairement sur l'ultimatum, non pas par diplomatie, mais par pression des marchés obligataires. Le pétrole oscille entre 100 et 110 dollars. En cas d'opération terrestre, 120 dollars est un scénario très probable. Et au-delà de 120 dollars, selon Larry Fink de BlackRock lui-même, c'est une récession mondiale. Une récession qui, à bien des égards, a déjà commencé.
Nous sommes peut-être en train de vivre le vrai point d'inflexion du XXIe siècle. Pas le 11 septembre, pas la chute de l'Union soviétique, mais maintenant. Une puissance régionale de rang intermédiaire en train de renverser la situation face à la première puissance mondiale par ses propres moyens devant les yeux du monde entier. Les conséquences prendront des années à se mesurer pleinement. Mais une chose est déjà certaine, les règles qui gouvernèrent le monde d'avant ne s'appliquent plus au détroit d'Ormuz. Et donc, progressivement, elles ne s'appliqueront plus ailleurs non plus. Comme on dit, ne cherchez pas les Perses. Si vous le faites, vous avez déjà perdu.